C'est plus du tout ça, ça se gère comme une entreprise lambda. Il faut faire en sorte à ce que tout se passe bien pendant la soirée. C'est fini cette époque-là où on arrivait et repartait avec les sacs pleins. Il n'y a pas de mafieux, il n'y a pas de... Non, c'est fini cette époque-là. Les gens veulent tous que tu réussisses tant que tu fais pas mieux qu'eux. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu sais un peu repérer ceux qui vont te foutre un peu plus le bordel à l'intérieur? Dans la région toulonnaise, en tout cas, il y a des types de groupes à problème. Les gens ont du mal à le comprendre, mais tu ne comprends que quand tu es dans le business et que tu es dans le milieu. Les rugbyman, les militaires, et c'est souvent les mecs de quartier. Ces trois types de groupes, ils ont quelque chose en commun que personne ne pense, c'est l'unité. C'est des groupes qui sont unis. Oui, tu veux dire s'il y en a un qui part, l'autre il démarre direct. Voilà. Donc oui, on essaie d'éviter tout problème. On est là pour vendre de la fête. C'est fatigant la nuit, parce que ça te décale vraiment à fond. Tu vois, le petit repas de famille le dimanche midi, tu auras du mal à les faire, alors tu vas avoir des cernes jusque-là et ça va être compliqué. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des scènes de sexe dans la boîte, du coup, je sais pas, dans le VIP, dans les toilettes, même dans la salle en plein milieu? J'ai le droit d'en parler de ça? Je sais pas. Est-ce que t'en as quand même des serveurs qui s'autorisent un petit verre ou deux pendant la soirée? Franchement, on a un staff sérieux. Ok. On a vraiment un staff sérieux. Même quand moi je suis arrivé au NAO, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que le staff il était clean. Tu vois, des établissements comme ça permet aussi aux jeunes de sortir, ça permet aussi aux jeunes de se rencontrer. Et tu vois, l'être humain, il a besoin de ça. Tu vois, il a besoin de contact, il a besoin de se lâcher, il a besoin de danser, il a besoin de passer la chimie avec les autres êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est tous sur les téléphones, comme ça, sans arrêt. Donc si tu veux, je pense que c'est des moments qui sont importants pour les êtres humains, ça. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Calais. Aujourd'hui, une émission un peu particulière car on se retrouve non pas avec un, mais deux invités, Lionel et Lino, qui sont gérants de la boîte de nuit, le Nao Club à Lagarde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte très réputée depuis quelques années. Ils sont venus aujourd'hui nous raconter des anecdotes et nous raconter un peu le milieu, les coulisses et toutes les questions que vous vous posez sur le monde de la nuit. La vidéo sera en deux parties. On aura la première partie avec Lionel qui va nous parler plutôt du staff sécu et de la gestion du club. Et ensuite, on aura Lino qui va intervenir sur le VIP et l'intérieur de la salle. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager pour le référencement, ça me ferait super plaisir. Si vous souhaitez aussi également passer dans l'émission, vous avez une adresse mail qui s'affiche juste ici. Donc envoyez-nous un petit message, on pourra venir au studio parler de vos passions. Du coup, on est avec Lionel aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Moi, ça va impeccable. J'aimerais bien que tu te présentes un peu pour qu'on puisse savoir qui t'es et ce que tu vas venir nous présenter aujourd'hui. Moi, je suis Lionel, j'ai 42 ans, je suis issu de la restauration, de la sécurité aussi, en extra. J'ai un cursus qui a toujours été celui de la restauration. Et puis, depuis quelques années, je suis aux commandes du Nao Club à Lagarde. D'accord, magnifique. Ouais, donc tu disais, tu as été un peu dans la sécu, donc tu as vécu ça de l'intérieur un petit peu, tu sais ce que c'est faire de la sécu, c'est ça ? Oui, encore aujourd'hui. Hein. Ok, d'accord. Donc tu t'occupes aussi avec tout le monde, mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a motivé à en arriver à là ? Parce que c'est différent, la restauration, Ça a été une opportunité parce que le propriétaire de l'établissement, c'est une personne pour qui j'ai travaillé pendant des années. Ok. Donc c'est une opportunité. Comme il a décidé de prendre la retraite, il a voulu me positionner dans l'établissement. Magnifique. En tant qu'homme de confiance. Et voilà, il m'a donné ma chance. Et tout se passe bien, alors que comment ça se passe un petit peu, en quoi ça consiste d'être gérant de discothèque ? Parce que souvent on a cette image, tu sais, du gérant qui arrive limite chapeau, valise à la main, qui repart plein de billets. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus ? C'est ça ou pas du tout ? Peut-être fut un temps c'était le cas, ouais. Peut-être, mais là à l'heure actuelle c'est plus du tout ça. Ça se gère comme une entreprise lambda. On a des caisses informatisées. Faut faire en sorte à ce que tout se passe bien pendant la soirée. Et faire toutes les déclarations qu'il faut. Enfin voilà, c'est fini cette époque-là où on arrivait et repartait avec les sacs pleins. Il n'y a pas de mafieux, il n'y a pas de... Non, c'est fini cette époque-là. Okay. Et du coup, si tu pourrais nous en parler vite fait de ce monde-là, quand toi t'arrives, quand tu vas gérer ta boîte comme ça, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, oui, j'ai quand même un poids, une pression sur les épaules, ou comment ça se passe ? Comment tu joues sur ça ? En fait, comme tout employeur, qui a des responsabilités. J'ai la responsabilité de mon personnel. Bien sûr. Faire en sorte à ce que tous mes gars rentrent chez eux entiers, que tous mes gars qui viennent travailler puissent toucher un salaire. J'ai la responsabilité de gestion, la responsabilité du chiffre.
de faire en sorte à ce que la société soit pérenne, éviter le maximum les accidents avec la clientèle, faire en sorte que tout aille bien. Donc j'ai une responsabilité, oui, mais au vu du staff que j'ai à l'heure actuelle, c'est pas une contrainte d'aller travailler avec les gars que j'ai. Ouais, tu sais que tu peux te reposer sur eux, entre guillemets. J'ai vraiment de bonne équipe. Comme ils peuvent aussi se reposer sur toi, alors. Bien sûr. Ouais. C'est un donnant-donnant. Ouais, bien sûr. Mais tu fais des sacrifices où tu penses personnellement, je parle par rapport à ta famille, parce que c'est quand même des horaires qui sont pas normales, entre guillemets. Ben, en fait, oui, parce que quand t'es père de famille, que t'as envie d'être présent, c'est un débat qu'on avait. T'as des enfants, toi? J'en ai 2. Ok. Quand tu as envie d'être présent, tu le ressens parce que quand tu rentres le matin à 6h, 7h ou 7h30, c'est déjà l'heure de les amener à l'école. Tu les as vus 1 heure, tu as pris juste un petit café avec eux, tu les vois pas de la journée. Tu essaies d'être réveillé, de gérer la baraque avec ta femme et puis derrière, tu dois aller les chercher et toi, tu vas te reposer pour aller pour enchaîner le soir. Enfin voilà, tu vois, c'est une organisation, mais c'est un choix que j'ai fait, donc j'essaie de pas leur faire payer directement. Ouais, tu essaies d'honorer ça avec eux et en même temps avec ton emploi. C'est pas un choix qu'ils ont fait, c'est un choix que moi j'ai fait, donc c'est pas à eux de subir. Bien sûr, bien parlé. et professionnellement parlant, est-ce que tu fais aussi des sacrifices? C'est-à-dire, tu as parlé de chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, un gérant de boîte, il se verse un salaire? Comment ça se passe un peu, si tu peux éclairer les gens qui nous regardent? Parce que c'est ça qui est important aussi. Oui, on se verse comme tous les gérants de France, attention. Hein. Okay. On se verse un salaire quand on peut. D'accord. Quand on a le chiffre pour, quand il y a beaucoup de gérants en France qui se versent pas de salaire parce que les comptes sont pas forcément bons, sont pas équilibrés, ainsi de suite. Nous, oui, on se verse un salaire parce que c'est ce qu'il faut, mais on se verse pas 10 000 € par mois. Quoi. Oui, parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début, tu repars pas le soir en courant avec tes petites valises. On essaie d'être cohérent avec la comptabilité parce que la priorité, c'est les salaires. Et les salaires et les fournisseurs. Donc, moins tu as de dettes, mieux c'est, quoi. Et la gestion sur ça se passe bien? Ça se passe bien, je suis vraiment bien entouré. En comptabilité, je suis bien entouré aussi en accueil avec Lino, avec qui tu vas parler tout à l'heure. Bien sûr. Je suis plutôt content de cette aventure. Donc tu fais pas cavalier seul, t'as plutôt besoin d'avoir du monde et une équipe pour être là-dedans. C'est pas j'arrive moi demain, du jour au lendemain, j'essaye de devenir gérant de boîte de nuit. Comment tu pourrais... Je pense que sur des structures comme ça, le mec qui va te dire il s'est fait tout seul, c'est oui et non. Parce que dans des structures comme ça, il y a un facteur chance. Il ne faut pas le négliger. Moi, j'ai eu la chance qu'on me donne l'opportunité. C'est une chance qu'on m'a donnée. Bien sûr. Et puis après, quand tu as 25 employés ou 30 employés, tu ne peux pas être à tous les postes. Donc, il faut toujours des gens de confiance. Et ces gens de confiance, c'est ton entourage. Donc, le mec qui dit « j'ai tout fait tout seul, je fais tout seul », s'il le fait de manière despotique, c'est un tyran, et que ses employés ont peur de lui, oui, ça va le faire, mais ça va le faire qu'un certain temps. C'est vrai. Si on le fait de manière égalitaire, comme moi je le fais au NAO, avec Lino et avec les personnes du bar, les personnes de la salle et la sécu, ça se passe différemment. Tu peux voir à plus long terme. Oui. Tout simplement. Oui, c'est une question gagnant-gagnant. Tu travailles avec du monde, tu es bien entouré, tu sais que tu es en confiance. Puis après, des fois, y en a qui quittent le bateau, qui reviennent dans le bateau, que tu oublies. Si toi, justement, par rapport à ce délire de gagnant-gagnant, d'avoir du monde avec toi et tout, t'as déjà remarqué des gens qui t'ont pas suivi, abandonné ou critiqué, qui n'ont pas voulu suivre ce que t'allais faire, tu vois, qui t'ont plutôt descendu? La critique, malheureusement, ça fait partie de l'entrepreneuriat en France. Ouais. Les gens veulent tous que tu réussisses tant que tu fais pas mieux qu'eux. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Après, tout le reste, il faut mettre des œillères, même si quand tu es humain, tu es toujours un peu affecté. Tout le reste, il faut essayer de tendre à mettre des œillères, faire en sorte à ce que tous ceux qui sont avec toi dans le bateau puissent y trouver un peu de bonheur. Parce qu'aujourd'hui, tu vis dans une génération où les gens, ils veulent travailler et être heureux en même temps. Moi, je viens d'une génération où je travaillais, que je sois content ou pas, ça posait pas de problème. Il fallait que je sois là, je prenais mon salaire et je rentrais chez moi. Tu gagnes le pain. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est l'après-Covid, mais les jeunes, ils veulent plus travailler, ou alors ils veulent travailler en ayant le moins de contraintes possible. Ouais. Donc, c'est plutôt jouer avec ça pour que tout se passe bien, qui est fatigant plus que tout le travail en lui-même. C'est clair, trouver un petit bonheur dans ce que tu vas faire. Voilà. Savoir pourquoi tu vas te lever.
C'est vrai. Le petit déjeuner le matin avec l'équipe quand on a fini, qu'on rigole, qu'on déconne un peu, tu vois. Ce petit moment-là, c'est un moment, des fois on a tendance à le négliger, mais par exemple, moi, quand j'ai fini ma semaine, j'aime bien aller prendre un petit déj avec mon équipe et on rigole, on déconne, on s'envoie des vannes, tu vois. Comme tu dis, c'est un moment de partage, de bonheur. Quand tu as fait une semaine où tu as eu des soucis un peu à la porte, ou tu sais, tu es resté dehors sous la pluie pour faire en sorte à ce que tout se passe bien, je veux dire, ce petit moment où on se retrouve tous ensemble, ou comme on est parti avec mon équipe, on est parti en Croatie, ces moments où on se retrouve tous ensemble, c'est des moments où, en fait, tu te rends compte que tout ce que tu fais avec ton équipe, tu le fais pas pour rien. Oui. Et ça, c'est important. Oui, tu as un remerciement, ne serait-ce que dans leur regard, en voyant qu'ils sont contents, tu es content, et ça crée une bonne cohésion d'équipe, quoi. Même remercier l'investissement de chaque personne. Ok. Voilà, tout simplement. Et tu parlais justement de ces soirées qui se passent un petit peu mal à la porte. Alors toi, du coup, t'es à la porte, t'es à l'entrée quand même. C'est un des endroits phares de la boîte. Hein. On est obligé de passer par là pour accéder à la boîte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces moments-là ? Est-ce que ça change un peu de ce qu'on voit ? On pense que c'est les strass, les paillettes. Mais comment ça se passe ? Il y a une sélection. Tu fais quoi ? Alors toi, tu t'occupes vraiment de la sécu, tu gères avec eux. Ça peut t'arriver de dire vous rentrez pas. Oui, bien sûr. Ça m'arrive de faire la porte. Ça m'arrive de faire n'importe quel poste de sécu. Je préfère être dehors parce que justement, les boum-boum dedans, quand t'as 20 ans, ça passe, mais t'as 40 ans, tu rentres tous les matins, tu prends un Doliprane. C'est clair. Oui, il y a une sélection qui est faite, que les gens peuvent comprendre ou pas, à juste titre. On vit dans une époque où on va dire que la valeur du vêtement a pris l'ascendant sur le style du vêtement. C'est-à-dire que moi, quand je sortais à mon époque, un peu mat de peau, tout ça, il fallait sortir, avoir le jean, les pointus, la chemise, alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, il faut s'adapter à cette sélection-là. Ouais. Cette génération, en fait... Voilà, voir que la personne ne soit pas trop éméchée quand elle arrive à la porte. Bien sûr. Enfin, voilà, il y a une vraie adaptation en fonction de ce qui se présente. Des codes, voilà. En fait, c'est des nouveaux codes. Exactement, les codes. Il y a des nouveaux codes, exactement. Okay. Et toi, quand tu les vois, ces nouveaux codes arriver, du coup... Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu sais un peu repérer ceux qui vont te foutre un peu plus le bordel à l'intérieur, ceux qui, comme tu disais, arrivent un peu éméchés ? Est-ce que tu en as des tentatives comme ça de... Il y a dans la région toulonnaise, en tout cas, il y a des types de groupes à problème. Okay. C'est-à-dire que ça, les gens ont du mal à le comprendre, mais tu le comprends que quand tu es dans le business et que tu es dans le milieu. Tu es derrière. Chez nous, les groupes à problème sont souvent, il ne faut pas confondre l'ethnie, mais c'est souvent les rugbyman, les groupes de rugbyman, c'est souvent les militaires, et c'est souvent les mecs de quartier. Mais pourquoi ? Ceux qui boivent le plus, en fait. Non, c'est pas forcément ceux qui boivent le plus, mais en fait, par exemple, tu fais rentrer 5 rugbyman, ou 5 militaires, ou 5 mecs de quartier. Il y en a un qui se comporte mal. Ces trois types de groupes, ils ont quelque chose en commun que personne ne pense, c'est l'unité. C'est des groupes qui sont unis. Oui, tu veux dire s'il y en a un qui part, l'autre il démarre direct. Voilà, c'est dans l'essence même du jeu du rugby, par exemple. C'est-à-dire que le rugbyman, tu regardes bien, t'en as un qui est devant et t'as tous les autres qui sont derrière. T'as tous les autres qui foncent. C'est-à-dire celui qui est devant, il est porteur du ballon, tous les autres sont derrière. Le militaire, il est sur le terrain, il risque sa vie, c'est son collègue. Et le mec de quartier, de par la précarité, il y a une unité qui se crée. Un soutien. Il y a un soutien. Donc, en fait, quand tu as des groupes comme ça, où tu peux avoir un problème avec un mec de quartier, tu as un problème avec tout le quartier, tu as un problème avec un militaire, tu peux avoir un problème avec des mecs qui sont réellement surentraînés. Bien sûr. Et avec un rugbyman, va choper un rugbyman qui fait 2 mètres. Qui sent rien parce qu'il est en pégé. Ils sont 5 ou 6, va les sortir. Ouais. En fait, c'est des groupes qui sont unis qui sont reliés par l'unité. Ce qui manque aujourd'hui en France. Oui, quelque part. C'est ce qui manque en France aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'est ce qui rend ce type de groupe-là relativement dangereux. Et aujourd'hui, tu prends une fermeture pour tellement peu que tu es obligé de composer avec ça. En plus, on en a vu, on va pas les citer, mais il y a eu d'autres clubs dans la région où il s'est passé des choses très très graves. Et toi, c'est ce que tu essayes d'éviter. Du coup, comment tu gères ça, du coup, alors ? Alors, c'est des groupes où il y a eu un militaire qui est mort. Oui. C'est tragique. À l'époque, sur un gros bifort qu'il y avait au Mourillon, il y a une histoire avec un rugbyman qui a piétiné un mec, et le mec, aux dernières nouvelles, avait 21 jours d'ITT, une plaque en titane dans la joue. Oui. Puis il y a eu un autre club où justement il y a eu un problème avec des mecs de quartier, ça a tiré, ça a mis des coups de couteau. Donc en fait, ces trois types de groupes-là, ils ont quelque chose qui est beau, c'est l'unité,
mais quelque chose qui, mal géré et alcool aidant, peut poser d'éventuels problèmes. Ils ont une part de bien et de mal, en fait, du coup. C'est du bien dans la vie de tous les jours, Bien sûr. mais chez nous, aujourd'hui, ça peut être du mal. Bien sûr, et du coup, on parle de ces jeunes-là qui se sont pris à coups d'armes, tout ça, mais comment vous faites, vous avez quoi comme mesures à l'entrée qui permettent de voir ça? Vous avez des scanners, ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte, je précise pour tous ceux qui nous regardent. Nous, on a la palpation. Ok. Moi, j'ai 3 agents à l'entrée qui contrôlent l'identité, parce qu'on ne prend pas de majeur, loi, pas loi. On essaie d'éviter De mineurs. Enfin, le mineur, pardon. Oui. On essaye d'éviter les mineurs, donc on ne prend pas de mineurs, loi ou pas loi. Parce qu'il y en a, ils te disent oui, mais c'est à partir de 16 ans, tout ça. Nous, on essaye d'éviter ça. C'est des gars qui font la palpation, qui retirent tout objet à risque, qui retirent d'éventuellement présence de drogue. Bien sûr. Donc tout ça, on retire, ça part à la poubelle. Les armes, elles ne sont pas rendues, elles sont confisquées. Ok. Donc oui, on essaie d'éviter tout problème. On est là pour vendre de la fête. On est là pour vendre une prestation où le gars qui vient chez nous, il est bien accueilli, il fait la fête et il rentre chez lui. Ça peut paraître sévère, ça peut paraître très sévère même vis-à-vis des gens qui ne nous comprennent pas, mais c'est un moindre mal. Mais c'est logique. C'est un moindre mal. C'est-à-dire que moi, si ma fille, elle sort, demain, je préfère que ce soit plus dur d'aller où elle va, mais que derrière, il y a un vrai suivi, et elle soit bien amusée, et elle soit rentrée, plutôt qu'elle elle aille dans un endroit et on ne sait pas exactement comment elle va rentrer, tu vois. Mais c'est important ce que tu dis, parce que du coup, toi, tu as des enfants, du coup, tu te mets en tant que père à cette place-là, et tu te dis peut-être que dans d'autres établissements, ils ont aussi ce côté-là. On sait aussi qu'il y a une concurrence un peu déloyale sur, par exemple, les bars qui fermeraient beaucoup plus tard et qui ont peut-être pas les mêmes systèmes de sécurité aussi que vous. Alors, déloyal, si on est de mauvaise foi, on va dire ça. S'ils ont le droit de le faire, c'est pas déloyal en soi. Mais c'est vrai que ça mange beaucoup de parts de marché aujourd'hui aux boîtes de nuit qui réduisent. Et le fait que tu puisses faire par exemple la fête de 20h à 2h du matin ou à 3h, ça va automatiquement imputer la boîte de nuit qui fait minuit 5h. C'est une question de logique. Il ne faut pas sortir Saint-Cyr pour ça, tu vois. Après, dire que c'est déloyal, ce serait clairement leur cracher dessus ou cracher dessus à la préfecture, ce qui n'est pas le cas. Ils le font légalement. Mais il y a eu... Dans les modes de consommation, il y a eu un changement. Par exemple, tu vas dans ta boulangerie. Mais maintenant, dans ta boulangerie, tu peux acheter un panini, tu peux même acheter une petite barquette avec un repas ou un plat du jour. Il y a même des tacos dans certaines... Il y a même des tacos et tout. Ça va s'imputer sur les restaurants, ça va s'imputer sur les snacks, par exemple. Tu vois, il y a vraiment eu un changement de consommation de la part des gens. Les gens n'ont plus le temps. Faut que ça aille vite. Ils vont chercher leur pain, ils prennent leur barquette pour le midi parce qu'entre midi et 2, ils n'ont pas le temps de se faire leur plat. Ça va très vite. Et aujourd'hui, tu peux aller dans un restaurant. Il y a de très bons restaurants qui le font d'ailleurs. Ici, on ne va pas donner leur nom, mais tu peux manger de 20h à 23h. Et de 23h à 2h du matin, tu peux passer en dansant, faire la fête avec ta femme. Généralement, tu as passé une bonne soirée. Donc tu rentres chez toi après. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi j'ai noté, donc je me suis un petit peu renseigné, je suis allé un petit peu voir, et il y a une baisse de 30% de fréquentation des boîtes de nuit. Alors par exemple, moi j'ai pris mon exemple à moi qui était un très gros fêtard à l'époque, il y a encore quelques années, et par exemple je ne vais plus dans les boîtes de nuit. Alors bon, c'est aussi un contexte familial, il y a les générations qui changent, on le disait tout à l'heure, il y en a qui se marient, qui font des enfants et puis qui ont d'autres vies, mais du coup j'ai noté ça. Est-ce que du coup vous, ça vous impacte? On parlait de chiffres, tout ça la dernière fois. Comment ça joue ce 30%? Est-ce qu'il est trop grossier sur peut-être les sondages? Pour être honnête, je pense que c'est même limite plus. Ok. Ah d'accord, carrément. Je pense que c'est plus. Je pense que comment ça joue? Nous, le NAO aujourd'hui, c'est un format qui est familial. Donc le seuil de rentabilité, il est relativement bas. C'est-à-dire que nous, on a un cercle de clients qui est là régulièrement, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Donc nous, en termes de format, on n'est pas trop impacté par ça, même si on a subi des baisses comme tout le monde. Même si le début de la saison, elle a peut-être été un peu plus compliqué que certaines régions. Mais en fait, on n'est pas trop impacté par ça. Maintenant, si j'avais peut-être une boîte un peu plus grande, je ne te dirais pas la même chose. Oui, parce que du coup, vous avez combien de mètres carrés au NAO? 550. 550. Ok, ouais, contrairement à certains qui ont des 2000 mètres carrés, 1000 mètres carrés, ok. Vous n'êtes pas non plus la plus grosse boîte, mais vous êtes assez influent. C'est vrai que là, tu parlais d'habitués, justement, il y a une clientèle qui s'est formée, du coup, tu commences à les connaître, tu commences à en voir souvent, et les nouveaux, justement, qui se greffent, ou de la nouvelle
communauté, comment elle est cette nouvelle génération avec ces nouveaux codes? Qu'est-ce qui te gêne chez eux? Alors, il y a eu un changement en janvier cette année. Ouais, Donc, il y a eu un changement de clientèle parce que les anciens, ils ont fait leur vie. Il y a eu un changement de clientèle. Ils connaissent pas les codes. Ils savent pas que l'entrée est payante. Ils savent pas que l'entrée, c'est avec une consommation. Par exemple, ces codes-là, ils les connaissent pas. Mais dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise génération. Par contre, tu sens que c'est une génération qui fiscalement parlant, donc au niveau de l'argent, ils ont beaucoup moins que l'autre génération. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils travaillent moins ou est-ce que c'est parce qu'ils sont encore plus en pleine étude on ne sait pas, mais on sent par contre que oui, en termes de consommation pure, c'est plus l'ancienne génération. D'accord. Peut-être que la génération des fêtards, c'était l'année dernière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, par rapport à ceux-là, est-ce qu'il y a une différence dans, je sais pas, par exemple, le respect, tu disais au niveau de l'argent, mais niveau respect, par exemple, c'est toujours pareil, s'ils sont assez respectueux, ça se passe assez bien quand même avec eux? Nous, on n'a pas une clientèle irrespectueuse. Ok. T'as beaucoup tu sais ce qui se passe en France, mais ça c'est depuis quelques années, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es prestataire service, t'as tendance, les gens ils voient que quand ils payent un service, t'as tendance à être un peu l'esclave. Et quand tu es prestataire service, tu es devenu un peu l'esclave du client. Ouais, je vois. Parce que le client paye, tu es automatiquement à son service. Mais le fait d'être prestataire service ne doit pas signifier qu'on peut te manquer de respect. Bien sûr. Tu vois. Mais sinon, pour le Nao, aujourd'hui, la clientèle, on a une très bonne clientèle, on a une clientèle fidèle, on a une clientèle qui nous soutient. Ouais. Voilà, on sait qu'on va toujours voir à peu près les mêmes têtes, plus quelques nouveaux qui viennent découvrir le club. Donc, le respect, le manque de respect plutôt, on ne le subit pas. Bounce, baby rebondit, pour le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, mais elle sait comment tenir le Uzi. Bounce, baby rebondit, pour le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, mais elle sait comment tenir le Uzi. Ok. Et par rapport à ça, du coup, on en parlait en off la dernière fois, mais on va y revenir un petit peu. Sur le parking, comment ça se passe? Parce que souvent, on a cette image de tout ce qui se passe dans la boîte, c'est dans la boîte. Mais sur le parking, est-ce que ça vous appartient aussi à vous? Vous avez cette responsabilité-là? Oui. Ok. Et du coup... Le parking, on en est responsable parce que ça reste une copropriété privée. Oui, voilà. Donc, nous, on a un parking pour la clientèle du Nao. Oui, en effet, si une bagarre qui éclate sur le parking, c'est nous qui sommes responsables. D'accord. Mais après, la responsabilité, pour moi, ça s'arrête pas qu'au parking. Ce qui se passe devant sur la route aussi. Aussi, oui, c'est ça. Moi, je dois veiller à ce que les gens rentrent chez eux. C'est la partie la plus difficile. Si j'ai pas un appel le dimanche ou le lundi matin du commissariat, c'est très bien pour moi, tu vois. Ce que je veux, c'est payer ma tranquillité. Donc, en fait, on fait le nécessaire pour que les gens soient bien garés, les gens soient bien accueillis et que les gens rentrent chez eux. C'est le plus important. Et comme tu disais, comme on le disait tout à l'heure, père de famille, donc on n'a pas envie qu'il y ait les pères ou les... Qui t'appellent, ou même le commissariat, tu vois. Ouais, mais en fait, on a tous des droits, mais il ne faut pas oublier les devoirs qu'on a. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ne prennent plus en compte leurs devoirs. Et les devoirs, c'est important. C'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence du Nao et de tout ce qui peut se faire ailleurs. Bien sûr. C'est-à-dire que nous... on est vraiment impliqué, on est vraiment à l'écoute des clients. Quand il y a un client qui fait un malaise, on n'hésite pas à appeler les pompiers. Tu vois, on n'essaie pas de cacher ce qu'on fait. Oui. Et c'est très important pour nous qu'il n'y ait pas de problème, que tout le monde puisse rentrer chez lui. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Là, il y a une maman qui est venue avec sa fille, parce que sa fille, c'était une habituée. Ouais. Et la fille, elle a sorti la mère, elle voulait à tout prix découvrir le club parce que sa fille n'arrêtait pas de lui en parler, tu vois. Ouais. Donc, quand la mère vient, elle dit ma fille, elle n'arrête pas de parler de vous, elle est toujours bien accueillie, elle rentre, elle se garde toujours devant. Bon, déjà, tu sais que t'as fait au moins pour une personne, t'as déjà fait le job, quoi. Ouais. Oui, tu disais se garer devant aussi, tu me le disais en off, ça aussi. Les filles, les filles qui viennent seules, c'est ça, tu privilégies un petit espace. Les groupes de 2, 3, 4 filles qui viennent seules, je préfère qu'elles viennent se garer devant le club par mesure de sécurité. Bien sûr. Au moins, on les voit se garer, on les voit arriver, et puis on les voit partir. Ouais. C'est un détail, mais il y a combien de filles qui vont se garer loin sur la pampa, qui marchent en talons pendant 5 minutes, elles arrivent, elles sont épuisées, et puis après, quand elles repartent, elles sont emmerdées. Ah oui, c'est clair. Donc le plus important, c'est qu'on les voie repartir. Et dernièrement, du coup, on a vu, alors ça, c'est autre chose encore, c'est un autre point que je voulais aborder avec toi. On a vu des showcases au Nao.
Donc, je sais que vous avez fait Dadju, Joker, si je dis pas de bêtises. Ouais, Dadju, Joker, Taïk. Taïk, il y en a eu pas mal. On a fait la crime. D'ailleurs, la crime, si je dis pas de bêtises, vous êtes les seuls à l'avoir fait dans la région. Ouais. La crime en direct du Nao, c'est la première fois dans 83. Super accueil, pleine de public. Merci la boîte, à bientôt. La crime. Voilà, donc c'est beau. Moi, la crime, j'aime beaucoup. C'est un artiste que j'affectionne beaucoup. Quelle image t'as, quel ressenti t'as après cette expérience-là des showcases? Est-ce que ça te plaît, toi, déjà, personnellement Alors, le Nao fait des showcases depuis 4 ans. 4 ans, ok. Parce que moi, j'avais ouvert avant le Covid, mais on a officiellement après le Covid. Les showcases, c'était bien au début, parce qu'il y avait un vrai engouement. On avait remis ça un peu à la mode. Ça s'était un peu perdu. Et maintenant, les before le font. Il y a des before qui le font. Donc, le créneau horaire juste avant le nôtre, il y en a qui le font. Aujourd'hui, je suis mitigé. Ok. C'est-à-dire que les showcases, c'est bien sur certains types d'artistes. Moi, j'ai pu faire des gars comme Alonso, comme Gradure, comme Fresh Lapeufra, comme Joker, qui sont des gars qui sont... c'est incroyable. Ils sont d'une humanité. Ouais. Ils sont simples. Les anciens comme Faflarage, Cynic, c'est des gars qui sont hyper simples. Ah, t'as fait Cynic et tout? Ok, oui, cool. Ouais. Cool. On les a fait. Je suis mitigé entre le fait que ça coûte énormément d'argent. Ouais, j'allais te le demander. Aujourd'hui, ça rapporte pas forcément. Alors, te dire que c'est un coup de pub, oui, mais la quicheta doit rentrer, quoi, tu vois. Derrière, comme tu as dit, tu as des employés, tu as un business à faire tourner. Donc, quoi. Sur le coup, nous, comme on avait fait des showcases où on avait rempli, mais en termes de consommation, c'était pas trop ça, on avait arrêté en août. D'accord. On avait arrêté en août. De cette année, du coup. Et puis après, le problème qu'il y a, c'est que les showcases, aujourd'hui, ça apporte plus réellement de plus-value à un club. Les clubs numéro 1 de la région, ils n'en font pas, par exemple, tu vois. Ouais. Ok. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'on fera l'année prochaine, l'été prochain. Ouais, ce que j'allais te dire, est-ce que vous comptez en refaire d'autres? C'est pas encore décidé, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et sur ce point-là, est-ce que, par rapport aux chiffres, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette? Un artiste, ça coûte à peu près combien une boîte pour qu'on sache? Alors là, je vais parler chiffres, parce que justement, je pense que ça intéresse beaucoup les internautes et surtout les Français. Si tu pouvais nous donner un chiffre, alors je ne sais pas comment ça se passe du tout, moi aussi ça va m'intéresser pour le coup, par mois ou sur une soirée, combien une boîte peut gagner, peut rapporter, combien elle doit déclarer, comment ça se passe les revenus d'un club? Ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend de la taille de la boîte. Ouais. Une boîte comme le Nao ne pourra jamais faire le chiffre d'une boîte comme certaines qui font 2000 m² ou 1500 m², parce qu'ils n'ont pas la même capacité d'accueil. Un artiste, on va dire, la fourchette, c'est entre 10 et 50 000. Ok. Si tu fais ton calcul, tu peux le faire en ayant ou une grosse entrée, ou alors en sachant qu'il va y avoir 2-3 gros clients qui vont venir en groupe et qui vont poser gros. Ouais, ok, qui vont bien consommer. Mais aujourd'hui, quand tu le fais, c'est plus en termes de communication que de rentabilité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais fait beaucoup de showcases qui étaient rentables, jusqu'à l'année dernière. Ouais. Cette année, les showcases, c'était plus des coups de pub que des coups de rentabilité. D'accord. On n'a pas été forcément rentable. Et tu as des gens qui viennent un peu de partout. En plus, du coup, c'est ce que tu disais sur la capacité d'entrée. Vu que la boîte, 500 m², c'est beau, hein, mais je veux dire, il faut blinder, quoi. Et du coup, fait, les artistes, c'est bien s'il y a de la proximité. Ouais. C'est-à-dire que le client, il vient, il paye 25 ou 30 balles son entrée pour voir un artiste, un showcase qui va durer une demi-heure. Si tu as des artistes qui sont très humains, ils vont rester, ils vont faire des photos, décider là. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas demander à un client de payer 25 ou 30 balles l'entrée. L'artiste, il vient, il fait son show, il rentre chez lui. Ouais. Tu vois, essaie d'avoir un peu de proximité. Nous, le Nao, comme je dis toujours, c'est une boîte de nuit qui est à taille familiale. Ouais. C'est-à-dire, voilà, les gens, ils viennent, ils font la queue, ils veulent faire une photo. Fais une dizaine de photos, fais une dizaine de personnes heureuses. Ils vont faire un peu une story et tout. Et ça, il y a très peu d'artistes qui jouent le jeu maintenant. C'est rare, c'est très rare. Il y a très peu d'artistes qui jouent le jeu. Et ceux que je t'ai dit, c'est les mecs comme qui le jouent, c'est les mecs comme Joker et ainsi de suite. Ouais. On a eu un très gros artiste qui a lancé un thème de soirée, c'est Issa Doumbia avec DJ Raizé. Issa Doumbia, il est incroyable. Ouais, il est délire. Comme tu le vois à la télé, il est dans C'est le même? Okay. Ah ouais, il est humainement, il est incroyable. Il vient, il dit bonjour à tout le monde. Ah, j'aime trop. Tu vois, il est proche, il est dans la foule, tu vois, ça veut dire. Moi, pour le Nao, c'est ce type d'artiste. Il est humain, quoi, voilà. Tu veux dire. C'est ce type d'artiste-là que je veux. Les mecs comme Alonso, tu vois, ils restent sur le parking, ils font des photos, il fait des photos magnifique. Avec les gens, il fait des câlins aux gens, tu vois, il fait des selfies. Des mecs comme Gradure,
des fraîches, il prend des gars, il les fait monter sur scène, il chante avec eux, tu vois, ça veut dire. Aujourd'hui, le Nao peut pas rivaliser avec des gros volumes ou des gros formats en termes de boîte de nuit, en termes de rentabilité. Nous, on peut rivaliser que sur la partie où on sait très bien que les gens vont venir chez nous, ils vont passer une soirée inoubliable. Ça passe par la sélection de l'artiste jusqu'à le petit moment ou la petite photo, tu vois. Oui. Le plaisir à la fin. Le plaisir à la fin. Le mec, il paye 30 € pour avoir une photo, c'est pas dégueulasse, quoi, tu vois. Ben, c'est clair, c'est clair. Du coup, pour l'instant, on va dire que c'est une question en suspens, vous savez pas trop. C'est une question en suspens, on est en train de réfléchir. Si jamais on fait des artistes, on fera que des artistes qu'on a déjà fait et qui sont déjà à caractère humain, tu vois. On mettra aussi tous ceux qu'on cite dans cette vidéo en description, donc n'hésitez pas à aller voir la description, je le répète à chaque fois. Aussi également les liens du Nao, tout ça, donc le site internet, le Instagram, c'est vraiment important. Et là, du coup, on a parlé de rentabilité, un petit peu d'argent, de chiffres. Est-ce que dans une boîte de nuit, je pense que c'est logique, tout à l'heure on parlait de drogue, je pense que vous pouvez pas non plus rien voir, c'est-à-dire tout voir, pardon, excusez-moi, tout voir. Mais il y a des choses qui passent. Toi, je t'ai pas posé la question, mais je vais te la poser avant de te poser la suivante. Tu as quel avis sur ça, sur ce milieu un peu l'éthique de ton métier, de l'éthique de ce que tu fais? Si tu disais en fait, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, tu disais que t'as des enfants, genre le fait de voir des jeunes un peu alcoolisés et tout, c'est important de laisser des messages de prévention. Et moi, je suis content qu'on fasse cette vidéo là aussi pour ça. C'est fou, c'est parce que je bois pas, je fume pas, tu vois. Et on m'a toujours dit, pour faire du business, il fallait pas consommer ton produit. C'est vrai. Tu vois. La seule chose que moi je peux faire, c'est apporter de la vigilance. Malheureusement. Aujourd'hui, il y a le peu de produits qui marchent. C'est ce qu'ils disaient les anciens, c'est la drogue, l'alcool et le cul. C'est vrai. En fait, c'est les quelques produits qui marchent, qui sont des valeurs sûres de terrain. On ne parle pas de tout ce qui est Bitcoin, IA, tout ça, tu vois. On parle de valeurs de terrain. La drogue, c'est illégal. Alors, je pense pas que ma femme elle me laisserait ouvrir un club libertin. Le premier coffee shop. Donc, bon, il y a eu cette opportunité-là. Moi, à part essayer d'être vigilant et protecteur avec mes clients, je sais rien faire d'autre, tu vois, ça veut dire. T'es pas leur père non plus. Non, pas leur. Ouais, mais bon, ça reste quand même des enfants. Voilà, ça reste quand même des enfants pour moi. Hein, par rapport pour moi. Pas par rapport à mes employés, mais par rapport à moi. Il faut quand même qu'on soit vigilant et présent. Donc, à part apporter de la présence et de la prévention, qu'on fait, je ne sais pas te dire ce que je peux faire d'autre. Bien sûr. Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est important aussi d'avoir ce message-là et voilà, de voir que déjà, la démarche est belle. Déjà, c'est beau ce que vous avez fait, de bien vouloir venir dans l'émission et nous raconter tout ça. Moi, je trouve que c'est bien et je pense que c'est une fierté, que ce soit pour nous, consommateurs de boîtes de nuit, de soirées, tout ça, et en même temps de savoir où on va, ce qu'on fait, qui est là. Et justement, toi, si tu aurais une fierté, c'est ta plus grande fierté, que ce soit dans ce milieu, dans le milieu pro ou dans le milieu perso, ça serait quoi en tant qu'homme ? Ce serait qu'en tant qu'être humain, j'ai rencontré des bons collaborateurs. Ok. Tu vois, ils sont encore là ou qui sont partis, hein. Attention, hein, mais j'ai une expérience de patron, jusqu'à présent j'étais employé. Et puis j'ai rencontré beaucoup de mauvaises personnes, que tu en rencontres beaucoup. Mais si tu dois faire un poids dans la balance, j'ai rencontré plus de bonnes personnes que de mauvaises. Et ça, déjà... C'est beau. Non, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de te dire que tu as rencontré des bons collaborateurs, comme Lino qui va arriver tout à l'heure, comme Ozen, mon DJ, comme Flavie, Louis, enfin il y en a plein. Il faut les dédicacer, on les mettra. Mais il y en a plein avec qui je travaillais, la petite Morgane, mon équipe Sécu, Ahmed, Jean-François Diop, il y en a plein, tu vois, ça veut dire. J'ai rencontré quand même de très bonnes personnes et qui sont devenus un peu des amis, même une seconde famille, tu vois. D'accord. La chance que j'ai, c'est qu'eux, je les ai choisis comme famille. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu devenu une seconde famille. Et en plus, tu passes beaucoup de temps avec eux, donc... je passe autant de temps avec eux qu'avec mes enfants, quand je regarde bien. En prorata, tu vois. Ouais, la balance, la chance que j'ai, c'est que c'est une belle aventure humaine et que j'ai rencontré des bonnes personnes. Et du coup, si tu aurais quelque chose à changer, non, tu peux pas vivre avec des regrets ou des remords. Des regrets. Je changerais rien. De toute façon, réellement, je pense qu'on revient pas en arrière. Ouais. Il y a des choses que je changerais, je pense, mais on peut pas revenir en arrière. Là, ce qu'il faut, c'est que le train est lancé et qu'on continue avec le train qui est lancé. Tu vois. Ce qui est fait est fait.
Voilà. Et comment tu verrais du coup l'avenir de tout ça? Ben, l'avenir, je le vois dans la continuité de ce qu'on fait là, de changer un peu l'identité visuelle, Ok. attaquer un petit peu des travaux, changer un peu l'identité visuelle, faire en sorte à accueillir les gens et à se perfectionner. Et voilà. Et puis après, peut-être passer le relais à d'autres personnes, comme on l'a fait pour moi. Et comme tu dis, en plus, faire ce qu'on fait là, c'est magnifique aussi. Ah oui, Ça donne de l'importance à ce que tu fais. En tout cas, je te remercie beaucoup, Lionel. merci à toi. Avant d'accueillir Lino qui va nous rejoindre sur le plateau, qui va nous parler du côté VIP et de l'intérieur de la boîte, j'aurais aimé te poser une petite question. Alors, je ne sais pas si tu as réfléchi, si tu as déjà vu passer le concept sur la chaîne, mais j'aime bien le faire. Du coup, la question, c'est si tu pouvais te caler avec une personne dans un endroit, faire une chose. Je ne sais pas si tu connais ce concept-là, c'est une question que je pose à chaque fin d'émission maintenant. Et tu peux vraiment aller dans la fantaisie comme être très terre-à-terre et me dire ta femme et tes enfants, tu vois. C'est toi qui vois, mais si tu pourrais te caler comme ça avec quelqu'un, si tu pouvais te caler... J'essaierai de me caler avec ma mère, elle lui demanderai si elle était fière de moi. Magnifique, magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Lionel. Je te remercie. De rien. Et maintenant, on va accueillir Lino. Lino qui va nous parler du VIP et de l'intérieur de la salle. C'est parti, on accueille Lino. Comment vas-tu, Lino? Très bien, parfait. Super, impeccable. Du coup, toi, tu t'occupes du coin VIP, c'est ça, et de la salle. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qu'on sache un peu qui tu es? Bien sûr, alors je m'appelle Lino, j'ai 38 ans. J'ai tenu un bar au Mourillon pendant une dizaine d'années. Okay. C'était la Rome Café, pour ceux qui connaissent. C'était une petite institution quand même. Et puis, qui a fait du bruit quand même. Ouais, qui a fait du bruit quand même. Et puis ensuite, j'ai monté une petite start-up sur les réseaux sociaux. Et là, depuis 3 ans maintenant, j'ai rejoint l'aventure Nao Club. D'accord. Et cette start-up, tu veux en parler ou c'est encore tout frais? Non, je pense que c'est un autre sujet. Ok, d'accord, c'est dans les tuyaux. Donc, tu reviendras peut-être ici pour qu'on puisse... Volontiers, si tu veux. Pour qu'on puisse en parler. Alors du coup, j'ai noté barman de formation, de base. Et ensuite, donc, tu as tenu un bar pendant 10 ans quand même. Ouais. Et comment ça s'est passé? Comment t'es passé de barman à gérant de bar, du coup? En fait, avec du travail. Et puis, alors moi, de base, c'est barman, mais je suis aussi dans le marketing digital. D'accord. Donc, rien à voir avec le milieu de la nuit, tu vois. Et donc, si tu veux, cet aspect-là de ma vie a fait que tu as une certaine rigueur, tu vois, tu sais bien t'organiser, etc. Et moi, dans le bar La Romerie, j'essayais d'apporter des petits plus. Donc, avec la personne qui était en charge du bar à l'époque, voilà, j'ai essayé de lui amener des idées, j'ai essayé de développer le projet. Et petit à petit, ça a fait que, il y a des opportunités qui sont présentées. Puis, à un moment donné, ça a switché sur plus le côté gérance. Et puis, à la fin, on était tous les deux à gérer cet établissement, quoi. Ouais, donc ça s'est bien passé, ça t'a amené justement à être aujourd'hui quand même gérant de boîte de nuit, donc c'est pas rien, gérer un VIP, gérer une salle. Non. Qu'est-ce que c'est ton rôle exactement? Quel est ton rôle au sein de cette boîte du coup? Alors moi, mon rôle, il faut que tout tourne dans la boîte, à l'intérieur. Voilà. Donc je m'occupe de la sélection au VIP, de la répartition des clients dans le club, et puis de la salle. Tu vois, voilà. En fait, mon rôle, c'est vraiment le fait que chaque membre du staff comprenne son importance dans l'organisation globale du NAO. Et puis ensuite, avec mes petites compétences en marketing digital, si de temps en temps je peux aider un peu sur la com ou le développement de la boîte, on a des groupes sur WhatsApp dans tous les sens, tout le monde participe un peu contribue un peu à ça. Donc voilà. C'est la machine qui tourne, quoi. Voilà, c'est la machine qui tourne. Et comme tu dis, donc gérer ton équipe, tu t'y prends comment? T'as des barman, barmaids, du coup des serveurs VIP. Comment tu fais pour les gérer? Tu les mets en place avant de commencer la soirée? Comment ça se passe un petit peu? Gérer une équipe, déjà, il faut être assez proche de ton équipe. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnel quand même. Bon, il n'y en a pas non plus 30, tu vois, mais voilà, on est quand même beaucoup. C'est un travail qui est surtout axé sur la cohésion d'équipe. C'est un travail que tu vas faire sur le jour où tu bosses, donc les week-ends, mais c'est aussi un suivi pendant la semaine, tu vois. Envoyer des petits messages sur les groupes, voir un peu si tout le monde va bien. Donc, il faut être assez proche de ton équipe et en même temps, tu vois, être attentif un peu aux signaux faibles qu'ils peuvent avoir. Par exemple, c'est important parce qu'avant de commencer un service, si par exemple, tu vois quelqu'un qui a un petit coup de mou ou quelqu'un qui va être un peu stressé, il faut savoir aller le voir, discuter avec lui, le remettre à l'aise, le faire rigoler, etc. Tu vois. Bien sûr. Et puis après, la cohésion d'équipe, moi, quand je suis arrivé ici, au NAO, Lionel était là avant moi, il avait fait un travail extraordinaire là-dessus. C'est un mec qui a vraiment une vision, tu vois, du long terme de sa boîte et qui a réussi à créer ce truc-là, tu vois, vraiment une vraie cohésion d'équipe avec une communication assez transparente. Tu vois, il dit quand ça va pas. Ça, c'est important parce que du coup, ça crée une espèce de familiarité dans l'équipe et ça, c'est important.
Donc en fait, après, ça continue comme ça. Et voilà. Et c'est pas uniquement pour le bien interne de bien gérer son équipe. Hein. C'est aussi pour les qualités des soirées, quoi. Bien sûr, c'est important. parce que ça se ressent en fait. Ça se ressent, les clients le ressentent. Voilà, on rentre dans la boîte et je pense qu'on ressent si y en a qui s'entendent pas entre eux, si c'est le bordel comme tu as dit, il y en a un qui est fatigué à gauche, l'autre à droite, il fait pas son boulot. Exactement. En fait, quelque part, c'est aussi du management que tu fais. C'est du management à 100%. À 100%, voilà, à 100%. c'est 100% du management parce que du coup, toi, t'aurais une vision d'une équipe plutôt moyenne, bonne ou parfaite. Bah, en fait, une bonne équipe, c'est une équipe qui va pouvoir... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile de travailler en boîte de nuit. Parce que t'as de la musique qui est forte, t'entends pas à 2 mètres. Des fois, t'as des flashs dans la tête, tu vois rien à 3 mètres. T'as la fumée qui arrive en même temps. T'as les lasers dans la tronche, le Toki qui parle à l'oreillette. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, si t'as pas une belle communication dans l'équipe, ça peut vite exploser. Donc, c'est une équipe qui va savoir, si tu veux, se comprendre sans se parler. Okay. Tu vois, ils vont se regarder un petit coup d'œil, un petit truc, tac, on s'est compris. Voilà, tu vois, cette espèce d'entente, de rigoler ensemble toute la soirée, ça c'est la base. Oui. Voilà, et donc après, ça coule, mais il y a ce concept de cohésion d'équipe, d'entente, et d'avoir un staff, tu vois, en détente et agréable. Voilà, ça c'est carré ce en fait, même temps. C'est vraiment ce qui fait une bonne équipe. Un bon, comment on appelle ça, une bonne énergie. Un bon mood. Une bonne énergie, un bon mood. Bon mood. Ouais, c'est clair. Et tu disais justement de travailler dans ce milieu-là, d'avoir toute cette musique et tout. Mais comment vous faites en fait? Parce que ça doit être drôle. Nous, on arrive. Alors, il y en a un à gauche qui va te demander son verre et tout. Du coup, toi, ça t'arrive déjà de parler avec les clients, du coup, tu ne sers pas du tout, mais ça t'arrive de faire le relationnel, c'est-à-dire de prendre en charge un client Ah, mais je prends... En fait, moi-même, le client, on le prend en charge. Moi, j'accueille le client. Donc déjà, moi, je les vois quasiment tous rentrer dans la boîte. On va les voir arriver. Moi, je me renseigne s'ils ont réservé, s'ils veulent prendre une table. Donc après, voilà, il y a cette espèce de répartition à gérer à l'intérieur du club. Et puis ensuite, moi, mon rôle, ça va être de rentrer à l'intérieur, de contrôler un peu le staff, si tout se passe bien, si tout roule correctement. Et donc, moi, après, je tourne un peu sur les tables, voir si les clients ont tout ce qu'il faut, si leurs tables sont bien débarrassées, etc. Donc, le contact client, je l'ai tout le temps. Okay. Mais oui, effectivement, pour revenir à ta question, je te dis tout à l'heure, tu sais, t'as l'oreillette dans la tête, ça va te balancer une info, il faut être concentré là, il y en a un autre qui est en train de faire un truc là, tu balances le laser à gauche, à droite. C'est mouvementé, faut être dynamique pour travailler en boîte de nuit. C'est clair, tu bois pas en plus, tu me disais en off aussi, comme Lionel, du coup. Comme Lionel, je bois pas. Tu consommes pas d'alcool. Non, zéro alcool. Toujours focus et toujours tu sais où tu vas. Et le problème, tu sais, des recrues, c'est toujours ces deux problèmes-là. C'est toujours l'alcool et l'ego, en fait, en boîte de nuit. L'alcool, parce que c'est la première chose avec laquelle on est en contact. Donc, si tu veux, tu peux vite basculer dedans et te noyer dans ce milieu-là. Oui. Donc ça, c'est la base, vraiment, l'alcool, c'est primordial. Et puis après, quand t'as bu de 4-5 verres, t'es plus concentré, t'es plus crédible, t'as plus rien, t'as perdu, quoi, tu vois, c'est pas bon. Et puis l'ego, parce que, mine de rien, l'ego, quand il y a les nouvelles recrues qui arrivent, tu sais, tu te prends un peu pour le roi de la night, parce que le lendemain, tu te réveilles, t'as 50 demandes d'ajout sur Instagram, et t'as l'impression d'être la nouvelle star du coin. Et moi, ce que je dis à chaque fois aux nouvelles personnes qui viennent bosser, c'est dis-toi bien quelque chose, c'est que ceux qui t'ont ajouté là, ils ont ajouté lui avant ou elle avant, et tu vois, et ça s'arrête jamais. Donc ça, c'est vraiment les deux problèmes qu'on a sur les recrues qu'on va sélectionner, tu vois, voilà. Mais après, on se base pour les recrues. C'est ça ta question où je m'évade un peu? Non, c'est ça. Pour les recrues, nous, il y a vraiment 3 trucs qui sont importants. C'est le dynamisme de l'équipe, parce que voilà, il faut que la salle soit toujours nickel, il faut que les verres soient rangés, tu vois, il faut être actif quand même, tu vois, il faut être dynamique. Ça va être l'attitude. D'ailleurs, je mettrais peut-être même l'attitude avant le dynamisme, le sourire, en fait, tout simplement, parce que je pense que si toi, tu sors pour aller en soirée et que tu as envie de te détendre et que tu tombes sur des portes de prison... Qui te donnent pas envie, antipathique. Voilà. C'est la chose la plus importante, ça va être plutôt le sourire et puis ensuite le comportement. Ouais. Parce que quand tu es derrière le bar ou dans la salle, tu représentes le Nao Club. Évidemment, nous, on fait attention à ça, le comportement avec la clientèle, avec les autres membres du staff et tout. Donc, t'en as eu un petit peu désolé de te couper, mais t'en as eu un petit peu, toi, des barman un peu dragueurs qui auraient un peu abusé de la situation, justement? Alors... Barman dragueur, nous non, parce qu'on a que des filles derrière le bar. Pour le coup. Bon à savoir, d'accord. Mais par contre, on a des serveurs. Ok. Et les serveurs, on les surveille. Elle est là, la caméra. Elle est là, la tienne, ouais. Je vous surveille, les gars. Alors, c'est un peu toujours le jeu du chat et de la souris, parce que tu peux pas contrôler à 100% des demandes d'ajout sur Insta ou sur Snap ou sur truc. Donc voilà, après, il faut rester cohérent. Tu vois, il faut réussir à garder cette espèce de barrière entre le professionnalisme et puis sans sombrer dans trop de séduction. Bah oui. Tu vois, c'est une espèce de petite frontière fine qu'il faut réussir à gérer.
Mais bon, en général, ils sont assez... ça va. Et puis en plus, ce qu'il faut surtout se dire, c'est souvent les clients qui sollicitent le staff. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là que l'inverse. Hein. Ouais, c'est surtout les clients qui viennent solliciter le staff. Et donc, oui, qui viennent chercher. qui viennent chercher. Est-ce qu'il est là, mon chouchou, quoi? Ouais. Genre, ok, je comprends Exactement. un peu, je vois un peu l'image. Bah, comme je t'ai dit, j'y suis passé aussi. J'ai traîné beaucoup en boîte de nuit, donc je vois un petit peu comment ça marche. Et justement, toi, si tu aurais une anecdote avec une personne de ton staff, bonne ou mauvaise, est-ce que tu passes des bons moments ou est-ce que tu as eu vraiment des fois où vraiment tu as entre guillemets pété les plombs, où tu arrives à garder ton calme dans ces moments-là? Franchement, tout se passe de manière naturelle avec cette équipe parce que, tu vois, quand tu rentres dans un établissement, si tu sais pas te mêler à l'ADN du club, tu seras jamais bon. D'accord. Et ça, j'en reviens encore à Lionel, mais il a vraiment fabriqué quelque chose depuis le départ qui fait qu'en fait, quand il y a des nouvelles recrues qui arrivent, bah en fait, ça suit un peu le fil. Tu vois, donc ça reste sérieux, ça reste agréable et on essaye de composer là-dessus. Ouais. Donc, on n'a pas eu vraiment de soucis avec des membres du staff. Après, mieux, d'un côté. c'est à nous de faire attention, si tu veux, à la répartition du travail. Oui. Faut pas qu'il y en ait qui en fassent plus que d'autres. Et puis, il faut aussi composer avec les forces et les faiblesses de chacun. Tu vois, tu vas avoir des fois certains qui vont être meilleurs vendeurs, d'autres qui vont être plutôt runners à fond. Voilà, donc en fait, si tu veux, c'est cet équilibre qu'il faut toujours un peu garder. Mais il n'y a pas eu vraiment de problème. Ou alors, 99% du temps, c'est des petits problèmes de communication. Oui. Voilà, à la fin du service, tu les réunis les deux, ils s'expliquent, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de fumée. Donc là, tout le monde se comprend, ça va mieux. On passe une bonne nuit le lendemain aussi. Exactement. Donc non, en soi, franchement, il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça. Et est-ce que tu m'as dit du coup que tu bois pas, donc pas une goutte, mais est-ce que tu en as quand même des serveurs qui s'autorisent un petit verre ou deux pendant la soirée? Franchement, on a un staff sérieux. Ok. On a vraiment un staff sérieux. Et d'ailleurs, ça c'est toujours pareil. Ça, je pense que même quand moi je suis arrivé au NAO, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que le staff il était clean. Ok. C'est pas partout pareil. Tu vois. Ouais, c'est vraiment pas de partout pareil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait rester. Parce que sinon, je pense que si ça serait trop parti dans des délires un peu sombres, tu vois, j'aurais quitté le bateau. Mais là, pour le coup, c'était assez clean. J'ai vu des mecs même assez sportifs qui se font des checkers de prot à 2h du mat parce qu'ils ont une diète à tenir. Bastien, ça là, elle est pour toi. Donc, si tu veux, Bastien. J'espère qu'il regardera. Donc, si tu veux, ça va. Et après, on est responsable de notre staff. Donc, ça, c'est quelque chose où on y veille. On fait vraiment attention parce que voilà, si tu as un staff, tu peux pas laisser partir ton équipe comme ça avec 4-5 verres. Tu vois, éméchés, c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous. Donc, on est très vigilant avec ça et bon, ça va. Franchement, il est clean. C'est quand même une question importante parce que je pense que les gens se la posent aussi. Ceux qui vont en boîte de nuit, ils ont envie d'être bien servis. Et bien puis, sûr. Il faut faire attention. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure avec Lionel, mais toi, si tu aurais un avis là-dessus, si tu pourrais un peu te positionner et parler un petit peu de ça, qu'est-ce que tu en penses du coup? Pareil, un peu la même question. Au niveau de l'éthique, est-ce que ça, par rapport à la nouvelle génération, aux nouveaux clients, au nouveau monde, entre guillemets, on peut même aller jusque-là, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Est-ce que ça te plaît de passer ces moments de bonheur-là ou est-ce que des fois tu penses que c'est trop? Est-ce que toi aussi ça t'arrive de faire des sacrifices personnels ou professionnels? Alors, sacrifice personnel, je pense que c'est un problème qui est même récurrent pour tous ceux qui travaillent la nuit, en fait. Oui. Parce que quand tu bosses la nuit, tu peux vite être décalé par rapport au reste de ta famille, quoi, tu vois. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les petits jeunes qui viennent bosser chez nous le week-end, jeudi, vendredi, samedi, c'est un complément de salaire. Oui. Donc, ils travaillent aussi en semaine la journée. Donc pour eux, c'est pas évident de tout cumuler. Et puis, c'est fatigant la nuit parce que ça te décale vraiment à fond. Donc tu vois, le petit repas de famille le dimanche midi, tu vas avoir du mal à les faire. Alors tu vas avoir des cernes jusque-là et ça va être compliqué. C'est dur de compter et en plus, dessus. après, donc tu reprends un peu d'énergie le lundi. D'un coup, tu vas être un peu fatigué, un peu vaseux, des petites siestes, des trucs. Donc ouais, il y a quand même un certain sacrifice dans la nuit, tu vois, par rapport à ça. Après, au niveau de l'éthique, Lionel, il a très bien répondu. C'est-à-dire, on essaye d'être vigilant au maximum. Après, je pense que, tu vois, des établissements comme ça permet aussi aux jeunes de sortir, ça permet aussi aux jeunes de se rencontrer. Tu vois, l'être humain, il a besoin de ça. Tu vois, il a besoin de contact, il a besoin de se lâcher, il a besoin de danser, il a besoin de passer la chimie avec les autres êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On est tous sur les téléphones, comme ça, sans arrêt. Donc, si tu veux, je pense que c'est des moments qui sont importants pour les êtres humains, ça.
Donc l'éthique, oui, après nous, on doit contrôler l'alcool et on peut, à un moment donné, si on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la salle et qui a déjà bu 50 verres, on arrête de le servir. Enfin, Ouais. je dis 50 verres, mais ça s'arrête à beaucoup moins, Oui, parce que là, ça serait un extraterrestre. je pense qu'il serait, il encasserait bien le jeune. 50 verres, il serait bien parti avec le camion pompier. Mais du coup, voilà, Oui, t'as ce on fait côté-là. attention et ouais. C'est comme tu disais, comme disait Lionel tout à l'heure, c'est vraiment ce côté, on peut pas tout gérer non plus dans la vie de chacun, mais on peut être là pour que dans ce moment-là, Oui, c'est vrai. et quand le Nao ouvre ses portes, en fait, pour que tout le monde se régale et tout le monde passe C'est vrai. Ouais, un bon moment, une bonne soirée. bien résumé. Et du coup, toi, tu es au VIP, du coup, tu es plus en haut, du coup, qu'en bas, ou comment ça se passe? Comment tu gères ceux d'en haut avec ceux d'en bas? Parce qu'il faut savoir qu'au Nao, pour ceux qui ne sont jamais allés, il y a donc un étage. Si je me trompe pas, à l'époque, quand j'étais venu, ça faisait tout le tour, c'est ça? Pratiquement, à droite et à gauche? Ouais, c'est ça. En fait, il y a, voilà, donc on a la salle principale, Ouais, qui est au rez-de-chaussée, on va dire. Et ensuite, tu as un VIP. Donc nous, c'est le VIP or, on l'appelle comme ça, d'accord? d'accord. Qui est à l'étage supérieur avec une coursive qui va faire le long. Et on a un VIP rouge qui est, quand on rentre dans la boîte, directement sur le point supérieur, en fait, à l'opposé de la cabine de DJ, mais qui donne sur toute la boîte, quoi. Ok, Donc voilà comment c'est à peu près la répartition. Alors oui, moi, vu que je m'occupe en fait de la répartition dans le club, et donc des bracelets VIP, Ouais. je dois m'occuper de cet étage-là. Voilà. Et cet étage-là, alors tu vois, c'est chaque boîte de nuit est différente, donc chaque VIP sera différent aussi. Mais ça, c'est Ok. l'architecture du lieu qui te dicte en fait ta manière d'exploiter ton VIP. On n'a D'accord. pas un VIP de 3000 m². Donc forcément, nous, quand on rentre dans le club, c'est une vitrine, notre VIP, parce que c'est tout le long de la coursive, tu vois, donc les gens ont tendance à rapidement regarder à l'étage pour voir ceux qui sont au VIP or, parce que voilà, c'est le petit privilège. Alors pourquoi on l'a dit or, celui-là? Parce qu'en fait, tu as des toilettes privatifs, tu d'accord. as un bar qui est aussi privatif pour le Sympa. VIP or avec une barmaid qui est là-bas. Ah oui, c'est vachement sympa. Puis tu as des alcools premium aussi là-bas. Ok, Donc l'endroit, il est vraiment au cœur de la fête, tu vois. Quand tu es dans la cage au VIP-or, ça donne sur la cabine du DJ, ça donne sur toute la foule. Donc si tu veux, ce VIP-là, pour lui amener de la plus-value, voilà, il faut amener une certaine rigueur, il faut amener un dress code particulier. Je ne sais pas si tu avais anticipé cette question, mais... Oui, alors je l'avais noté ça parce que je voulais savoir comment ça se passait un petit peu pour monter dans un VIP. Alors là, je vais parler vraiment pour ceux qui connaissent pas du tout les boîtes de nuit, mais comment ça se passe pour monter dans un VIP? On paye un supplément, on doit poser une bouteille, comment on en vient à monter au VIP? Alors monter au VIP, c'est pas vraiment une question d'argent. Ok, C'est pas vraiment une question de... C'est plutôt une question, on va dire, de... En fait, notre VIP, il n'est pas fait pour exclure, tu vois. Il est fait pour créer une atmosphère, plutôt. ok, une ambiance. Une ambiance, ouais. Donc, nous, on va plutôt faire attention à l'âge, plutôt. Tu vois, Ok. on ne peut pas faire monter les trop jeunes. Ça, je t'expliquerai pourquoi après, et tu comprendras cette logique. D'accord. Et on fait aussi attention au dress code. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas un VIP de 3000 m². Et donc, la plus-value qu'on doit apporter, c'est ce petit différence-là. Voilà, le VIP, il est sympa, tu as un bar, tu as des alcools premium. Bon, on fait attention à la tenue. On ne demande pas de venir habillé comme au Festival de Cannes. Costard-cravate. Non, on ne demande pas de venir ça. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être cohérent. Oui, bien Tu sûr. vois, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un peu du style, du goût, mais pas rentrer dans l'excès. Tu vois, petite chemise ou un petit t-shirt, un pantalon. Nous, ce qu'on veut pas au VIP, ça va être les grosses baskets massives, Ok, les jeans troués, les styles un peu street. ok. Tu vois, voilà, les pantalons ultra larges, les shorts avec des fils qui pendent. On essaye de l'éviter, tu vois, voilà. Et même pour les filles, on rentre pas dans la caricature du trop sexy. Il faut avoir du goût, voilà, un style soigné, ça suffit. peut être simple, mais propre. Exactement. Beau gosse. C'est ça peut être simple, mais beau gosse, c'est ce qu'on cherche vraiment là-bas. Et en plus, du coup, quand tout le monde joue le jeu, ça se ressent au niveau de la clientèle. Ok. Ça se ressent vraiment, tu vois, ça crée quelque chose. Tu vois, le bar, il va vivre par lui-même, c'est un espace qui va bien se développer dans la soirée, ça va créer un mood particulier, et ça, c'est important pour nous. Donc voilà, monter au VIP, il y a ces contraintes-là, et puis après, nous, en plus, on force... alors ça dépend, s'il y a des groupes qui arrivent, qui veulent monter au VIP, c'est mieux de se prendre une petite bouteille quand même pour aller s'installer, prendre une table, quoi. Bien sûr. Après, parfois, on peut faire monter comme ça des gens spontanément, Ça parce arrive. que c'est des gens qui vont être un peu plus âgés, tu vois. Donc, ça peut nous arriver de mettre un bracelet pour leur faire découvrir un peu l'endroit, qu'ils soient un peu plus calmes en haut, D'accord. par en bas dans la faune, avec toute la jeunesse qui va danser, dans la s'exprimer, quoi. Ok. Ouais. Et tu as déjà eu. Alors, c'est un peu particulier, mais est-ce que tu as déjà eu
un peu de la soudoirie? Est-ce qu'on t'a un peu demandé d'essayer de rentrer comme ça, alors que par exemple la personne n'était peut-être pas habillée adéquatement, ou il y avait peut-être un truc qui allait Tu veux pas? dire qu'on a voulu me payer pour monter Ouais, en haut? un peu te payer, quoi. Alors, ça, on a déjà essayé, Ouais, mais ça marchera jamais. ok, Si tu peux pas monter au VIP, tu monteras pas au VIP. d'accord. Parce que déjà, nous, on perd toute crédibilité. Je perds toute crédibilité. Parce Ouais. qu'imagine, je fais monter un groupe parce qu'il m'a filé un billet, admettons. Je fais monter le groupe, il est en haut. Un groupe qui va avoir rien à voir avec le reste de la clientèle qu'on veut créer. Donc déjà, perte de crédibilité Ouais. totale. Et puis derrière, nous, c'est un truc qu'on va absolument éviter au NAO, c'est ça. Tu vois, c'est ce manque de cohérence, en fait. Parce Ok. que la réputation d'un établissement par rapport à ça, tu le fais pas sur le remplissage, tu le fais sur la cohérence Ouais. que tu vas avoir. Donc après, il faut garder cette cohérence et il faut garder cette logique et construire autour de ça. Donc c'est absolument pas. Ok. Tu peux me donner comme tu veux. Vous avez entendu. À partir de 100 000 euros, peut-être que je réfléchirai. Ça dépend. Ok. Il a dit même moi. Ouais, il y a avec Lionel qui est en bas. Bon, après, on pourra peut-être avoir des discussions. Bon. Et du coup, comment tu fais comment tu fais cette différence? Parce que si c'est blindé en haut, mais qu'il n'y a personne en bas, moi je me rappelle c'est de souvenirs, Ah, c'est technique ça. quand on arrive, on voit directement la piste, quoi, en fait, le bas. Comment tu fais si c'est vide en bas et plein en haut? C'est possible ça, que Non, ça c'est un vrai casse-tête. Ouais. Ça, ce que tu me dis, c'est un vrai casse-tête. C'est plutôt de l'instinct et de l'expérience, parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour savoir s'il va y avoir du monde ou pas pendant la soirée. Ok. Donc en gros, pour te donner un exemple, l'énergie du bas, nous on essaye de la garder au maximum. Imagine, on fait une ouverture et on fait monter beaucoup trop de monde trop tôt, par exemple au VIP. Tu vois. Les nouveaux clients qui vont arriver, un club vide en bas, c'est un club où tu fais demi-tour et tu pars aussitôt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il faut absolument bien gérer ce truc-là. Donc on va jouer sur des perceptions, on va jouer sur du timing, voilà. Et puis après, c'est un peu de feeling et d'expérience où on va diffuser un peu le monde comme ça correctement. Après, si c'est vraiment cohérent ou logique de faire monter des gens au VIP, Oui. ils monteront. Mais il faut faire très attention à cet équilibre, parce ouais. que c'est ce qui fait toute la soirée et c'est ce qui peut faire foirer une soirée même. Hein. C'est technique pointue, Ouais, quoi. C'est pointu. C'est important, quoi, en fait. C'est important, ouais. Et tu me parlais tout à l'heure du VIP rouge. Je suis pas très sûr d'avoir bien compris. Du coup, qu'est-ce que c'est le VIP rouge? Le VIP rouge, c'est un espace qui est un peu plus accessible. Ok. C'est un espace où on est légèrement moins regardant sur les tenues, même si on perd pas notre rigueur, tu vois. Mais Ok. par exemple, s'il y a des anniversaires de Ouais. 10, 15 personnes, 20 personnes, parfois ça arrive, et ben souvent on les installe au VIP rouge. Déjà, moi, en plus, ça c'est un VIP que j'adore, le VIP rouge. Je trouve qu'une des meilleures places, c'est le balcon du premier étage, D'accord. qui donne vraiment sur toute l'allée du club. Enfin, moi, je trouve que c'est un VIP qui est top. Tu peux te retrouver vraiment avec tes amis. En plus, on a un serveur responsable de cet emplacement-là, donc le D'accord. service est un peu plus rapide, tu vois. Donc, si tu veux, voilà, ou alors des clients qui vont avoir un style un peu différent, Ok. mais qui méritent quand même un VIP. Il faut se dire que c'est une espèce de passerelle Ok. entre le bas et le VIP-Or. Ok. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu différent, quoi. C'est encore autre chose. Ouais, c'est un autre espace. D'accord. Et du coup, parmi cette clientèle-là, donc que ça soit les anniversaires ou n'importe quel client, tu as aussi des habitués. On en parlait tout à l'heure avec Lionel. Les habitués, est-ce que c'est un avantage, du coup, toi qui est au VIP, ou ça peut être aussi un inconvénient? Ils prennent un peu plus d'aise avec ton personnel, ou c'est un peu des deux? Ça dépend. Bah déjà, les habitués, voilà, déjà les fidèles, merci aux fidèles d'être là, hein, parce Oui, que voilà, c'est les important fidèles, aussi. c'est important, et franchement, c'est cool, parce que ça veut dire qu'ils aiment bien la boîte, ça veut dire qu'ils s'éclatent, qu'ils connaissent par cœur et tout, donc ça, nous, c'est une clientèle qu'on essaye de soigner quand même. Mais à contrepartie, c'est une clientèle avec laquelle on discute le plus, en fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu es un habitué d'un lieu, eh ben, tu vas te sentir un peu chez toi, tu vois. Et ça te fait vite oublier un peu les codes aussi. Oui. Tu vois, même le code vestimentaire, si c'est pour monter en haut, ou alors des fois, tu vas peut-être venir avec un invité qui va peut-être pas correspondre à la clientèle du NAO. Donc, et c'est souvent avec ce genre de clients, les habitués, qu'on a le plus de discussions. Donc, il faut réagir avec fermement, mais avec tact, Ouais. tu vois. Et puis ensuite, ça coule, mais voilà, c'est vrai que c'est un travail. C'est un peu un entre-deux. C'est un entre-deux. Ouais, Voilà. vu que tu les connais, ça peut être, ils peuvent le prendre très bien. Exactement. Comme vu que tu les connais aussi, ils peuvent le prendre un peu plus. Exactement. Ok. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure que tes employés travaillent aussi la semaine, et donc le NAO est ouvert le jeudi soir. Donc ça, je ne savais pas du tout. Et vous avez une différence entre les soirées du jeudi et les soirées du samedi ou du vendredi, du coup? Oui. Ok. En fait, on ouvre donc du jeudi au samedi. Ok. Après les veilles de jours fériés, voilà, ça dépend. Les un peu soirées des trucs, ou spéciales. voilà, particulières, etc.
Le jeudi, c'est délicat parce qu'en fait, c'est délicat, oui et non, mais c'est une soirée qui est amenée souvent à être étudiante, cette soirée-là. Donc, si tu veux, on va changer de public, mais pas de politique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on essaye évidemment d'être légèrement plus soft à la porte, sur la jeunesse, le fait d'être accompagné, etc., parce que c'est étudiant. Voilà. Bien sûr. Mais par contre, on revient vite à l'ADN du club classique le vendredi et le samedi. Là, on essaye on retourne à notre rigueur classique. Donc, si tu veux, il faut aussi, et il faut pas que les clients du week-end ne reconnaissent pas leur club le jeudi. Ouais. Donc, si tu veux, il y a cette espèce d'équilibre, encore une fois, à monter crescendo, mais garder une logique, quoi. Tu changes le public, mais pas de rigueur. Mais Tu vois, si ouais, je c'est devais un résumer peu- ça. Ok, c'est un vrai, c'est un vrai, C'est un challenge un c'est peu. un vrai petit challenge aussi de pas se perdre entre les soirées. Ah quoi. oui, exact. Et puis même les soirées spéciales aussi du coup, parce que ça doit être encore une autre organisation quand Ah, vous tout à avez des thèmes particuliers. Ah bah là, il y a de la déco, Voilà. il y a des... ouais, bien sûr. Après, Et tu te déguises toi si par exemple c'est pour. Oui, je me déguise. Moi. Ok, d'accord. Ouais, Cool. ouais, Sympa, on joue sympa. le jeu, on joue tous le jeu. Hein. On tourne ça juste un peu après Halloween. Du coup, vous avez fêté aussi Halloween. Ah oui, Ok. c'était blindé Halloween. C'était Super. méchant. Ouais. Super. Et je voulais te poser une question aussi. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens se la posent. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des scènes de sexe dans la boîte, du coup, je sais pas, dans le VIP, dans les toilettes, même dans la salle en plein milieu? J'ai le droit d'en parler, ça? Je sais pas. Oui. Ok. Et évidemment que oui, mais même un peu partout d'ailleurs dans le club. Mais C'est bon, gênant. ça, on intervient très rapidement. Hein. Ok. On s'amuse pas à laisser le truc. Mais évidemment, ça arrive, je vais pas dire tout le temps, mais ça arrive régulièrement. Ouais. Tu sais, t'es dans une boîte, les gens ils se draguent, ils sont à 2 cm l'un l'autre. Ça se galoche. Des fois, t'as des actions, ouais, ça se twerk dessus, ça se truc, c'est un délire. Ok. Mais genre une fois, j'ai une anecdote, mais on ferme la boîte, donc Ok. on allume les lumières, on éteint les lumières, on allume les lumières, pardon, on éteint la musique, Ok. pardon. Là, il y a tout le staff qui est dans la salle principale, en train de se dire des conneries, finir d'un peu ramasser les verres et tout. Et puis ça en fait du staff, puis il y avait même un peu de la sécu et tout. Et puis là, il y a un mec de la sécu qui sort des toilettes avec un couple, D'accord. et qui sort du même toilette. Oh putain. Ta sœur habille et tout, machin. Donc du coup, on en a profité, on avait fait une haie d'honneur comme Ah ça. Et on les avait tous applaudis. Oh comme ça. là là Ils là étaient passés en plein milieu, ils derniers savaient dieux. plus où se mettre. C'était rigolo. Mais Ah, bon, c'est non, rigolo. sinon, on est vigilant, on essaye de vite intervenir Faut pour pas gérer, que ça déborde non plus. Tu vois, après, Ouais. maintenant, il y a avec les snaps, les trucs, tout le monde Ça filme, va vite. ça va très vite. Donc, non, on essaie de faire attention quand même. Vous gérez le truc. Ouais. Et du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, je voulais savoir si toi, du coup, on va parler un peu plus personnellement de ton expérience avec tout ça. On parlait tout à l'heure que tu as quand même une grosse expérience du coup dans ce milieu-là maintenant. Si tu changerais quelque chose à ton parcours, ça serait quoi? Non, franchement, je vais pas être original, mais là, depuis la réouverture qu'on a eue, en tout cas, Ouais. au NAO depuis janvier, je changerai rien parce qu'il y a un staff qui est au top, il y a une direction qui est au top. On est écouté, quand on veut faire bouger les choses, ça bouge. On arrive à mettre en place des choses qu'on a envie. Donc, non, franchement, là, moi, depuis janvier, là, je changerai rien. Tout se passe bien. Tout Tant se mieux, passe très d'un bien. côté, tant Ah mieux. ouais. C'est mon avis, mais voilà. Et puis en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça fait du bien aussi pour tous ceux qui nous regardent. Je le répète encore, je mettrai tout en description. Mais allez voir en description les réseaux sociaux du NAO, de toutes les personnes qu'on va citer, de ça, parce qu'en fait, c'est un peu une première aussi. C'est un peu une première d'avoir dans la région un club qui s'investit autant, et c'est important de mettre la lumière dessus. Et toi, tu aurais une fierté par rapport à tout ça, quelque chose que tu as retenu, un moment où vraiment une ambiance générale, un truc global qui te marque, qui te touche là-dedans? Non, une fierté, ouais, je serais fier quand on sera top 2 ou 1 des boîtes du coin, tu vois. Voilà, Ok. moi j'aime bien les défis, donc Challenge. les challenges, donc voilà, ça c'est l'objectif qu'on a. Toujours de faire mieux, toujours de s'améliorer. Donc, ouais, j'aurai une fierté quand voilà, on commencera à être vraiment full tous les week-ends. Et là, ça sera une vraie fierté, parce que ça voudra dire qu'on aura fait le travail derrière, que ça soit aussi bien en com que dans la salle, que tu vois. Donc, voilà, c'est comme ça que je vois. Que tout l'engrenage aura vraiment... Voilà, aura fonctionné. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu verrais l'avenir par rapport à tout ça? L'avenir, T'es c'est-à-dire. plutôt positif par rapport à... Ah oui, bah, comme je te disais tout à l'heure, je pense que avec toute la digitalisation de la société d'aujourd'hui, Ouais. tous les jeunes sont sur leur réseau et tout, je pense que le milieu de la nuit et le futur de ça, je pense que ça peut que fonctionner
Parce que comme je te disais tout à l'heure, les gens ont besoin de se voir, ils ont besoin de faire la fête, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de se draguer, de se sentir, tu vois, c'est la séduction, tout ça, c'est important. Et ça, je pense qu'en tant qu'être humain, ça peut pas disparaître. Le contact. Donc, le contact, quoi, c'est tu vois, c'est bien beau derrière ton téléphone avec un truc, mais combien de fois on a été déçus quand tu vois les gens en vrai et tout, tu vois. Bien Alors sûr. que là, tu les vois en vrai tout de suite, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ça sera immortel. Il faut Donc, pas je pense que ouais, c'est pas avec les casques de la réalité virtuelle on ira en boîte de nuit, tu vois. C'est clair. Oui, d'ailleurs, on peut faire une petite aparté là-dessus. T'as vu aussi les boîtes où justement ils mettent les casques, il n'y a pas de musique dans la boîte. Ah oui, c'est spécial. J'avais un collègue qui avait fait ça dans son bar à côté de la Romerie, justement. Ouais. C'était chez Papa à l'époque. Il avait fait une soirée comme ça où tout le monde avait un casque, il n'y avait aucun bruit dans la salle. C'est un délire. Tu pouvais sélectionner 2 musiques. D'accord. Tu avais l'oreillette qui s'allumait soit en rouge, soit en bleu. 2 ambiances. Selon tes ambiances. Donc tu pouvais savoir sur quelle ambiance étaient les collègues, en fait, tu vois. Et voilà, c'est spécial. Ça fait peur un petit peu parce que tu te dis, c'est J'ai vrai, pas essayé. tu parlais du casque VR, mais c'est vrai que maintenant on est tous un peu enfermés, donc c'était important de faire aussi cet épisode-là pour montrer qu'il y a des boîtes comme le Nao qui sont vraiment investies dans ce qu'ils font, des personnes comme toi, comme Lionel qu'on a eu tout à l'heure, et toute cette émission-là qui met vraiment le doigt dessus. Et ça me fait super plaisir de vous avoir reçu et que vous ayez placé votre confiance aussi en cette émission. Et avant qu'on termine, tu vas devoir y passer toi aussi. Allez, caler. Mais je vais te poser la question. Si tu pouvais, toi, te caler avec une personne dans un endroit, faire une chose, ça serait quoi, du coup ? Eh ben, tu sais quoi, ça serait avec mon moi du futur pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse mieux aujourd'hui. Tu vois. Ok, magnifique. Ouais, magnifique. Gagner du temps, quoi. Magnifique. Je vous remercie à tous, du coup, d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller voir tout ce que j'ai mis en description. C'était JB là pour caler. Merci à tous.